Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Franche. Dans cette émission, nous aborderons un sujet majeur, celui de l'avenir des nations européennes et des Européens. Sujet non moins compliqué puisque les empoisonneurs de puits nous empêchent de vivre. Pour en parler, je suis en compagnie d'Hildegarde. Hildegarde, bonne année. Bonne année NVV. Alors, tout d'abord, peut-être définir ce qu'est une nation. Le mot nation provient du latin natio, qui dérive lui-même du verbe nascere, qui veut dire naître. Donc dans son étymologie, la nation, c'est la naissance. Le terme latin, natio, désigne les petits d'une même portée et signifie aussi groupe humain de la même origine. Hildegarde, qu'est-ce qu'une nation ? Eh bien, c'est une question qui est peut-être un petit peu plus compliquée qu'elle n'en a l'air. C'est vrai que nous, en France, on a une conception très rhénanienne de la nation qui est que est nation, tout groupe humain qui a vécu des choses ensemble et qui veut vivre des choses ensemble, encore, dans le futur et dans l'avenir. Mais ce n'est pas le cas partout. En fait, il y a deux visions de la nation qui se confrontent en Europe. Vous avez une vision ethnoculturelle de la nation, donc ça c'est la vision plutôt allemande et italienne de la nation, qui veut dire tout simplement, si vous parlez italien, vous êtes italien, si vous parlez allemand, vous êtes allemand. Voilà, ça c'est la vision ethnoculturelle de la nation qui vient s'opposer à la vision politico-volontariste qui est plutôt portée comme des nations comme le Royaume-Uni par exemple, mais surtout la France, puisque la France est un conglomérat de plusieurs peuples, de plusieurs races à la base, plusieurs ethnies. Vous avez la race celte, la race germaine, la race latine qui vient former une nation et qui fait que nous sommes, d'un point de vue racial et culturel, beaucoup moins unis que le sont les Allemands et les Italiens. C'est pour ça que nous n'avons pas la même définition de la nation que ce genre de pays. Mais la France est une vocation avant tout. C'est ça, exactement. Donc c'est une vision politico-volontariste. Donc du coup, on voit bien qu'il y a deux concepts de nation qui s'opposent, qui sont pas forcément antinomiques à tout point de vue. On peut dire que la nation française se base sur une ethnie, sur plusieurs races, qui ont envie de vivre des choses ensemble. Mais c'est vrai que la nation française est beaucoup moins homogène d'un point de vue racial et culturel que l'Allemagne ou l'Italie, ce qui explique la vision très différente que nous avons en France de la nation, et notamment tout ce qu'avait expliqué Renan à ce sujet. Ceci étant, dans les deux cas, c'est un peuple qui partage une histoire en commun. Tout à fait. Et qui souhaite bâtir un avenir en commun. Tout à fait. Mais historiquement, comment le concept de nation est apparu ? Alors en fait, le concept de nation, on voit que le mot nation a eu plusieurs sens tout au long de l'histoire. Par exemple, on parle déjà des nations dans la Bible. Les nations, ce sont tout simplement les peuples qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas convertis. Donc c'est les païens, grosso modo. Puis ensuite, vous avez les nations de l'Antiquité et du Moyen-Âge, où là, c'est plus des peuples, mais qui n'ont pas forcément de pouvoir politique. Mais ce sont des nations qui composent un seul et même pays. Par exemple, en France, royaume de France au départ, ou le royaume des Francs plutôt, il n'est pas complètement absurde de dire qu'il y a plusieurs nations au sein de ce même système féodal qu'est le royaume de France. Vous avez les Lorrains, les Aquitains, les Champenois, les Normands, etc. Et tout ça, toutes ces peuples-là forment des nations. Il n'y a pas de nation française dans le Moyen-Âge féodal. En vérité, le concept de sentiment national, de sentiment d'appartenance à une seule et même nation en France apparaît durant la guerre de 100 ans. Il y en a qui te diront bataille de Bouvines. La bataille de Bouvines est plus dynastique, en vérité, puisque vous avez des mercenaires d'ailleurs français des deux côtés. Vous avez aussi des mercenaires allemands et anglais du côté français. Ce n'est pas une guerre nationale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qui est d'ailleurs une rétrospective beaucoup plus nationaliste. Certains historiens ne disent pas... la même chose. C'est une reconstruction. En tout cas, les historiens récents disent que c'est une reconstruction du 19e siècle qui, justement, avec tout l'élan du roman national, etc., c'est un plaquage idéologique qui vient du 19e siècle, qui a été l'apogée des nations. Et en vérité, donc, la guerre de 100 ans, au début, ce n'est pas une guerre entre nations anglaises et nations françaises, c'est une guerre civile. C'est une guerre de dynastie entre deux dynasties françaises que sont les Plantagenets et les Capétiens. Les Plantagenets ne se sentaient pas du tout anglais. Et progressivement, c'est une guerre qui va se nationaliser de plus en plus, petit à petit, jusqu'à aboutir à Sainte-Jeanne d'Arc, qui était une Lorraine, mais qui se sentait solidaire de Charles VII. Donc le fait est qu'une Lorraine se sente solidaire du roi de France, beaucoup plus que de son seigneur, etc., ça prouve un prodigieux changement de mentalité à cette époque-là qui a permis la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans qui est une guerre de transition entre le Moyen-Âge et les temps modernes, notamment avec justement ce concept de nation, mais aussi d'un point de vue technique, ou avec l'importance de l'artillerie, etc. Donc le combat corps à corps, chevalier-bouclier, c'est quasiment fini à cette époque-là. Vous avez l'artillerie qui fait son apparition et qui permet aussi de bien distinguer eux et nous.
Ça va être très important aussi. Oui, c'est vrai qu'après une bonne bagarre, on a tendance à se réconcilier. C'est ça. Souvent, ou en tout cas à se pardonner partiellement, alors que lorsqu'on reste à distance, la haine perdure. Oui, et la frontière est beaucoup plus persistante. Et ensuite, vous avez l'avènement de l'État-nation, alors qui commence en vérité avec la centralisation, Louis XIV, etc., mais qui va aboutir justement à un État-nation beaucoup plus centré sur le peuple à partir de la Révolution française et de Napoléon, qui va imposer ce système-là partout dans toute l'Europe, alors qu'il y avait des pays qui étaient encore très très attachés au système féodal comme le Saint-Empire romain germanique. Et l'épanouissement de la nation, du concept de nation, c'est le 19e siècle. L'État-nation, c'est très récent. Exactement, tout à fait, tout à fait. L'État-nation est vraiment une structure très très récente qui vient s'opposer d'ailleurs à tous les systèmes qu'on a connus avant, comme la féodalité, l'empire, etc. Donc il y a eu un épanouissement au 19e siècle de ce concept-là, de ce concept politique, puis un déclin à partir des guerres mondiales. Le nationalisme, historiquement, c'est tout ce qui s'oppose à défaire la nation. Le mot nationalisme en France est mal connoté depuis l'affaire Dreyfus. Il est passé dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de négatif, alors qu'avant ça n'était pas le cas. Et encore plus depuis la Shoah. Hildegarde, qu'est-ce que le nationalisme ? Alors le nationalisme, ce n'est pas le contraire du patriotisme. Contrairement à ce qu'on prétend souvent, on dit le patriotisme, c'est l'amour des siens, de son peuple, et le nationalisme, c'est la haine des autres. Dreyfus sort de ce corps. Et en fait, non, ce n'est pas le cas. Alors en fait, le nationalisme, c'est tout simplement le patriotisme politique. C'est-à-dire que le patriotisme, ce n'est qu'un sentiment, une émotion. On fait rien avec du patriotisme. Alors attention, le patriotisme, c'est un sentiment très noble qui consiste en aimer son peuple, sa culture, ses héros, ses poètes, ses guerriers. Mais le nationalisme, c'est la traduction politique, le prolongement politique du patriotisme. Et là encore, il faut pas confondre nationalisme et impérialisme, parce qu'on va me dire oui, mais justement nationalisme, c'est belliqueux, ça nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire, etc. Non, justement, quand quelqu'un est nationaliste, il respecte le principe des nationalités, en fait. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas s'ingérer dans les affaires d'un autre pays. Donc toutes les grandes guerres du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont pas des guerres nationalistes, ce sont des guerres impérialistes. Et encore une fois, aujourd'hui, ça se vérifie, Donald Trump est un véritable nationaliste. C'est un authentique nationaliste, America First, c'est-à-dire qu'il ne s'ingère pas dans les autres pays, il n'a pas déclenché de guerres inutiles, contrairement à tous ses prédécesseurs démocrates qui étaient non pas nationalistes, mais impérialistes, et qui ont, pour défendre leurs intérêts, mené des guerres un peu partout, et en particulier dans le Moyen-Orient. Chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. C'est ça. Pour compléter rapidement, patriotisme aussi, ça veut dire la terre des pères, alors que nation, nationalisme, c'est ce qui se rattache à la naissance. Alors on vient de le voir, l'État-nation, c'est quelque chose de très récent. Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est concrètement un État-nation ? Alors un État-nation, c'est une nation qui se dote d'un État. Donc c'est-à-dire que ce ne sont plus forcément les pouvoirs locaux qui ont la préséance sur le pouvoir central, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Donc là, on voit que l'État-nation, justement, s'oppose à la construction politique qu'est le système féodal. C'est jacobin, en fin de compte. Oui, alors en tout cas, il y a des prémices jacobines. Enfin, en tout cas, l'État-nation est antérieur au jacobinisme, mais le jacobinisme s'assoit, on va dire, sur l'État-nation. L'État-nation fait le lit du jacobinisme, si vous voulez. Donc ça s'oppose aussi bien au modèle féodal, à la féodalité, où les seigneurs ont un pouvoir beaucoup plus important que le pouvoir central, mais aussi à l'Empire, puisque dans l'Empire, vous avez un État central, mais qui compose avec plusieurs nations. Enfin, vous avez une nation dominante, ou deux nations dominantes, par exemple l'Empire austro-hongrois, qui domine sur les Serbes, les Bosniaques, les Kosovars, etc. Donc voilà, l'État-nation est un concept politique qui s'oppose à l'Empire et au système féodal notamment. Et les fondements idéologiques de l'État-nation sont très liés à la souveraineté. Ça aussi, c'est très très important. C'est-à-dire que la souveraineté est vraiment le point de gravité de ce concept politique. Historiquement, la souveraineté, elle est d'abord royale. C'est-à-dire que c'est le roi qui s'arroge petit à petit des pouvoirs qu'il n'avait pas. Le souverain. Exactement, le souverain, ça émerge à cette époque-là. Et puis ensuite, la Révolution française dit on n'a plus de souverain, le peuple est souverain. Donc la souveraineté se déplace, elle n'est plus royale, elle est populaire. Bourgeoise. Ou bourgeoise, oui, plus que populaire, effectivement. Mais enfin, en tout cas, dans la forme, c'est ça. Nous dit-on, en tout cas.
Et aujourd'hui, on voit que ça aboutit à un État-nation égalitariste, donc c'est-à-dire que tout le peuple est considéré avoir les mêmes compétences pour élire un président, mais pour aussi avoir des vues en politique étrangère ou en politique économique, ce qui n'a pas forcément, et complètement anorganique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de société où les tâches sont réparties entre tiers-état, noblesse, voilà, la classe des guerriers et la classe sacerdotale, donc le clergé. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une vision totalement égalitariste. L'État-nation aboutit à ça, c'est-à-dire à un État complètement égalitariste et anorganique. Ça a apporté quand même un système de méritocratie qu'il n'y avait peut-être pas avant. Jusqu'à un certain point, oui. Aujourd'hui, on constate que l'ascenseur social est en panne. Donc on voit bien que l'État-nation est lié au principe de souveraineté. Aujourd'hui, la France est en train de perdre sa souveraineté un petit peu partout. On voit aussi des limites de l'État-nation tel qu'il a pu exister, puisqu'aujourd'hui on se trouve dans un État avec plusieurs nations, de par la présence musulmane sur le territoire et d'autres. Et donc on peut se poser la question, aujourd'hui, à quoi sert d'être souverain si on a perdu son identité? À quoi sert d'être souverain si on est dans un pays musulman? La souveraineté était jadis le point de départ de l'identité, puisque nous nous trouvions dans un État-nation homogène. Ça pouvait marcher. C'était cohérent. Aujourd'hui se pose de plus en plus la question de l'identité. Qu'est-ce que l'identité ? Alors l'identité, on peut le comprendre de deux manières. L'identité, on peut le rapprocher étymologiquement du mot identique. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui va nous unir, c'est ce qui va unir des personnes sur la base de choses qu'elles ont en commun. Ça peut être la religion, donc on a une identité religieuse, on est chrétien, etc. Ça peut être une identité nationale, culturelle, donc on est français, on est européen. L'histoire. C'est ça peut être une identité aussi d'histoire, donc là, ça rejoint effectivement le concept de nation. Mais l'identité, c'est aussi ce qui va nous séparer des autres, puisque si on a des choses en commun avec certaines personnes, eh bien, forcément, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec nous. Ça peut être le cas des musulmans, etc. Du coup, l'identité, c'est ça. Ça va être à la fois quelque chose d'inclusif, entre guillemets, puisqu'elle va inclure des personnes qui se ressemblent, qui partagent des valeurs, des histoires en commun. Et puis, ça va être aussi exclusif, c'est-à-dire que ça va exclure des personnes qui ne font pas partie d'un même groupe. Donc, l'identité, c'est un marqueur personnel et collectif, à la fois d'appartenance, mais aussi de désappartenance. On n'appartient pas à toutes les mêmes communautés qui existent sur la Terre, forcément. Donc, l'identité, c'est ce qui va nous permettre de faire la délimitation entre eux et nous. De faire nation. Exactement. L'identité fait nation, permet de faire nation. Donc, si on perd son identité, eh bien, la souveraineté n'a plus lieu d'être, puisque la souveraineté, c'est le prolongement politique de l'identité. Tout comme le nationalisme est le prolongement politique du patriotisme. Donc, c'est une conséquence logique. Ça. Exactement. Et là, c'est là où on voit, par exemple, l'absurdité de personnes telles que Asselineau, qui veut réunir le peuple français, qui veut rassembler le peuple français pour enclencher le Frexit, la sortie de l'OTAN, etc. Mais on ne sait pas sur quoi il réunit. Vous voulez réunir le peuple français, très bien, mais vous ne définissez jamais ce qu'est la nation. Il n'y a pas de réalité palpable. Exactement. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent la souveraineté pour plus d'impôts et plus d'immigrés, et il y en a qui veulent de la souveraineté pour moins d'impôts et moins d'immigrés. Donc à partir de là... Et c'est là où on voit effectivement la grosse différence d'ailleurs entre nationalisme de gauche et nationalisme de droite. Le nationalisme de gauche met en avant la souveraineté, alors que le nationalisme de droite met en avant l'identité. Ce qui ne veut pas dire que les deux ne sont pas importantes pour un nationaliste de droite. C'est juste que, et même de gauche, c'est juste que chronologiquement, pour les nationalistes de gauche, c'est la souveraineté qui vient d'abord et ensuite l'identité. Donc c'est-à-dire que la souveraineté permet ensuite de définir quelle est notre identité. Parce que la gauche ne voit que par l'État. C'est ça, et c'est très démocrate aussi, c'est-à-dire que nous, on est souverain, on va choisir quelle est notre identité. Donc on voit que c'est la gauche, quoi. C'est la démocratie. Dans un pays où le peuple historique va se retrouver en minorité, la démocratie, bon courage les amis. C'est ça. Et le nationaliste de droite, au contraire, lui, a la lucidité de voir que c'est l'identité, au contraire, qui vient chronologiquement avant la souveraineté. Et la souveraineté n'est que le prolongement politique de l'identité, la déclinaison politique de l'identité. Donc on voit que nationaliste de gauche et nationaliste de droite s'approprient ces deux concepts-là, souveraineté et identité, mais c'est juste que chronologiquement, ils ne la placent pas de la même manière. Et ça explique aujourd'hui tout ce à quoi nous sommes confrontés, effectivement. Sur la souveraineté, en Occident, nous avons une approche conflictuelle de ce mot. Ça a toujours été entre les régions, la nation, les structures supranationales. Surtout en France. Alors qu'en Orient, je pense à la Russie, pour eux, le mot souveraineté est connoté à la recherche d'harmonie.
À la recherche d'harmonie. Oui, c'est très français. D'ailleurs, c'est Jean Baudin, justement, qui a été le grand penseur de la souveraineté en France et qui, lui, effectivement, voyait la souveraineté comme un espèce de rapport de force entre le roi, l'État central et les pouvoirs intermédiaires, notamment le clergé et l'aristocratie. En Russie, ils n'ont pas ce problème. Ils recherchent toujours l'harmonie. Dans les milieux souverainistes, on nous parle beaucoup de l'Union européenne. Culturellement et politiquement, est-on d'abord français ou européen ? Alors, culturellement et politiquement, on est d'abord français. Et si je suis breton ? Eh bien, vous êtes d'abord breton. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes breton que vous êtes français. Et en fait, il faut voir l'identité comme une espèce de poupée russe. C'est-à-dire qu'à la base, d'abord, avant même d'être breton, vous faites partie d'une famille. Cette famille fait partie d'une communauté, de quartier, de voisinage, qui fait partie elle-même d'une région, comme la Bretagne qui elle-même fait partie de la France, et la France qui elle-même fait partie d'un espace civilisationnel qu'est l'Europe. Une famille est une nation. C'est ça. Lorsqu'on voyage en Europe et qu'on se retrouve dans certaines zones grands remplacés, il y a des choses qui sont palpables, qu'on soit français, allemand, italien, anglais. C'est ce regard entre les gens. Quand on se retrouve en minorité, il y a quelque chose de réel, c'est oui, nous sommes envahis. Et donc, même si l'Union européenne est à jeter du haut d'une falaise, il existe un sentiment européen qui se développe par nécessité aujourd'hui. Tout à fait. Géopolitiquement, on voit bien l'Asie prendre de plus en plus d'importance, les forces centrifuges se déplacer dans le Pacifique. Quelle pourrait être la place de l'Europe demain dans ce nouveau monde, Hildegarde ? Alors en fait, globalement, on revient au Moyen-Âge. Alors c'est pas le Moyen-Âge que j'aimerais, c'est-à-dire le Moyen-Âge des cathédrales et des abbayes, c'est le Moyen-Âge géopolitique. C'est ça, c'est le Moyen-Âge géopolitique. On revient au Moyen-Âge, c'est-à-dire à un environnement géopolitique dominé par l'Asie. Donc là, je vous renvoie notamment à l'empire mongol de Gengis Khan qui s'étendait des confins de la Corée à la Hongrie, donc qui était un empire immense, bien plus grand, je crois, que l'empire britannique. Et là, on voit bien d'ailleurs que ça fait mal au cœur puisque c'est assez humiliant, on va dire, pour notre orgueil et pour notre amour-propre en tant que Français et Européens, de voir que, effectivement, le cycle de domination européenne et blanche est terminé. En réalité, le cycle de domination européenne est terminé au moins depuis 1945, voire depuis 1914, puisque l'Europe s'est complètement suicidée dans les tranchées. Mais avec 45, on a eu l'illusion, comme les Américains ont repris la main, on a eu l'illusion que les Européens continuaient à dominer le monde puisque on se disait que les Américains étaient juste des Européens du Nouveau Monde. Donc on avait l'impression que voilà, c'était les Blancs encore qui dominaient. Et que Rome s'était déplacé à Washington. C'est ça, exactement. Là, on voit bien que c'est fini quand on voit des Chinois arriver et placer leurs pions en Afrique, etc., qui était l'ancien précaré de l'Europe. On voit que effectivement, ce cycle de domination est terminé. Donc on assiste vraiment à la fin du monde unipolaire qui a émergé de la fin de la guerre froide et de la consécration des États-Unis en tant qu'unique superpuissance. Aujourd'hui, force est de constater que le monde se multipolarise de plus en plus et que c'est la Chine qui va prendre le relais en tant que première puissance mondiale. Donc c'est le retour du péril jaune qui avait soudé d'ailleurs les Européens à la fin du 19e, début 20e siècle. Je vous renvoie à la guerre des Boxers qui avait uni Français, Allemands, Anglais, Italiens du même côté pour aller poutrer les Chinois. Alors que les Français et les Allemands se déchiraient sur la question de l'Alsace-Lorraine, que les Anglais craignaient la montée en puissance de l'Allemagne, et ben on s'est soudé à cette époque-là pour aller poutrer du Chinois. Donc comme quoi les Européens savent se serrer les coudes quand il le faut. Je vous renvoie d'ailleurs à une très belle gravure allemande de Hermann Knackfuss, qui est une gravure allégorique où l'on voit toutes les allégories de toutes les nations européennes se souder derrière Saint-Michel. Donc c'est une très très belle gravure contre les Chinois et on voit d'ailleurs là aussi que le christianisme soude bien les Blancs. Donc comme je vous l'ai dit, la Chine va devenir la première puissance économique dans la décennie, entre 2025 et 2028 notamment. L'Asie-Pacifique est devenue le centre du monde au niveau du PIB et au niveau démographique. L'Inde et la Chine pèsent à elles seules près de 3 milliards d'êtres humains, donc c'est un colosse. C'est un colosse démographique et économique qui émerge. Dans ce cadre, les États-Unis n'ont pas d'autre choix que de redéployer leur puissance vers le Pacifique pour essayer de contenir la Chine. Et ça veut dire aussi que nous, Européens, ils vont nous lâcher, du coup. Exactement. La Chine va peser de 2 à 3 fois le PIB américain en 2050.
Donc c'est énorme. Et dernier chiffre pour bien vous montrer la puissance et le titan chinois contre lequel nous allons devoir être forts, c'est le PIB, c'est la part de dépenses du budget militaire chinois en 2050 qui va s'élever à 3500 milliards de dollars. 3500 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB allemand aujourd'hui qui va être dépensé rien que dans l'armée. Pour rappel, la France aujourd'hui c'est 50 milliards de dollars et les États-Unis 700 milliards. Pour vous dire. Donc la Chine va peser 2 à 3 fois le poids des États-Unis. C'est ça, en 2050. C'est ça. Et en plus, on voit d'ailleurs que l'Asie sort grandie de la crise du Covid. La Chine est l'un des seuls pays à avoir une croissance positive cette année, au lieu des grandes récessions en Europe. Je crois que la France va tourner autour de moins 10%. L'une des plus grandes récessions de l'histoire de France, c'est 1815, Waterloo. Donc c'est comme si on sortait de Waterloo. 1815, c'était moins 11% de récession pour le PIB français. Et là, aujourd'hui, on va être autour de moins 10%. Donc c'est comme si on sortait des guerres napoléoniennes. Donc pour vous dire on a une bonne excuse, il y a le réchauffement climatique. C'est ça. Donc ça tombe bien. Hein. C'est ça. Ça permet de faire baisser. De justifier la baisse du niveau de vie. C'est ça, exactement. Et donc on voit que effectivement l'Asie sort grandie de la crise du Covid et l'Europe affaiblie. Dans ce cadre, si la Chine d'ici 2050 va peser 3 fois le PIB américain, on peut facilement imaginer que les États-Unis vont déployer leur puissance dans le Pacifique pour essayer de contenir la Chine. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce faisant, vont nous laisser, nous, Européens, tout seuls. Tout à ce qui va peut-être encore accélérer le processus de baisse de niveau de vie, etc., etc. Et donc, dans cette recomposition du monde, quelle pourrait être notre place à nous, Européens, sachant que, si je comprends bien, notre niveau de vie va continuer à baisser, les tensions de toutes les sortes, qu'elles soient économiques, identitaires, sociales, vont continuer à s'aggraver. Qu'est-ce qu'on va devenir, Hildegarde ? Eh bien, il va falloir qu'on s'unisse parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est une véritable révolution copernicienne géopolitique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Le centre de gravité géopolitique n'est plus l'Atlantique, ce qui était le cas depuis le XVe siècle, depuis la fin du XVe siècle avec les grandes découvertes des Européens du nouveau continent, mais le Pacifique. Donc, c'est en train de se déplacer vers le Pacifique et résultat, comme tu l'as très bien dit, les États-Unis sont en train de quitter l'Europe. Donc, l'OTAN est hors jeu. C'est pas pour rien que Macron a parlé de mort cérébrale de l'OTAN. Il a tout à fait raison de constater. Alors ça a fait grincer des dents, mais je pense que Macron, pour le coup, a été très très lucide sur la situation. D'ailleurs, la France a remplacé partiellement le parapluie nucléaire tout à fait. Américain dans les pays de l'Est. Hein, tout à fait. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les Français et les Britanniques sont allés en Libye pour aller chasser Kadhafi. Il y a quelques décennies avant cela, c'était les Américains qui auraient endossé le rôle de gendarme du monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils n'ont plus les moyens pour le faire, donc ils délèguent aux Français, ils délèguent aux Britanniques, etc. Donc, c'est un boulet pour les États-Unis, l'OTAN. Ce n'est plus du tout pertinent dans la logique actuelle des choses, c'est-à-dire que l'OTAN a été construite par et pour la guerre froide. Lorsque le bloc soviétique s'est effondré dans les années 90, au début des années 90, il a pu garder une pertinence parce qu'il y avait la guerre contre le terrorisme qui a pu émerger, etc. Mais aujourd'hui, on voit bien que les conflits entre États risquent de réémerger, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, l'OTAN apparaît assez limitée, en tout cas pour les États-Unis, puisque les États-Unis n'ont plus intérêt à s'occuper de la sécurité des Européens, comme c'était le cas jusqu'à très récemment. Oui, mais peut-être que ça leur permet de nous enchaîner à eux, parce que s'il n'y a plus l'OTAN, on se rapproche des Russes. Parce que c'est ça l'enjeu, finalement, de garder l'OTAN. C'est de faire que l'Europe occidentale reste sous le contrôle américain, continue de privilégier les échanges avec les Américains pour ne pas les faire avec les Russes. Peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas ce que nous dit ce que font les Américains actuellement. Les Américains sont en train de quitter l'Europe, puisque je pense que ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix et ils voient bien que le danger à venir, c'est pas les Russes, c'est les Chinois. Donc, ils préfèrent peut-être qu'on tombe sous les Russes. Et encore une fois, je pense que même les Russes, je pense qu'on surestime un peu trop leur puissance. Poutine n'a pas les moyens de bombarder l'Europe comme il l'entend. Ils ont des missiles, mais sur le reste, ouais. Je pense qu'on surestime un peu trop le rôle de la Russie, très honnêtement. Et je pense que les Américains l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils partent de l'Europe. Et ça, c'est vraiment la panique pour les pays baltes, la Finlande et l'Ukraine, puisque eux, en revanche, ont une peur monstre de la Russie. La Pologne. La Pologne aussi, également, avec notamment l'enclave de Kaliningrad qui fait trembler les Polonais. Donc, on voit bien qu'il y a une urgence pour les Européens de savoir se défendre seuls. C'est tout le discours qu'il y a autour de l'autonomie stratégique que met beaucoup en avant Macron.
Donc il y a une urgence donc à se défendre sans les États-Unis dans un monde de plus en plus hostile où les conflits entre États pourraient réémerger. J'avais lu très récemment dans une revue américaine, parce que les revues françaises n'en parlent pas, mais que l'armée française se préparerait à un éventuel conflit contre la Chine et ses intrusions dans le Pacifique, puisqu'elle est très, très belliqueuse là-dessus. Et où les conflits ne seront plus équilibrés du tout. On va être confronté à un titan, à un colosse chinois, 3500 milliards, je vous rappelle, 3500 milliards, c'est pas rien, d'investissement dans son armée d'ici 2050, contre des petites et moyennes puissances européennes, si elles sont prises séparément. Donc oui, l'Europe... Enfin, il y a quand même l'Inde, qui est aussi un petit peu sous contrôle américain, la Corée, le Japon. Donc ce sera pas si simple. Si la Chine veut bouger, je pense que c'est pas si simple pour eux. Hein. Oui, mais le fait est qu'il y a quand même un enjeu à prendre en compte et que la Chine, je pense, pourra très très facilement faire ce qu'elle veut et de la même manière que les Américains le font aujourd'hui. Ils vont se permettre des largesses qu'ils ne pouvaient pas avant. Quoi. Exactement. Donc ça, il faut être très très lucide là-dessus. Et donc l'Europe, face à ça, n'a plus du tout les moyens de se diviser en nations qui se font concurrence. Le 19e siècle, c'est terminé. On n'a plus les moyens de faire ça. Et à ce titre, l'Allemagne est complètement dans le déni. Je vous renvoie notamment à la sortie de la ministre de la Défense allemande, Kramp-Bauer, qui disait que non, la sécurité des Européens, c'est l'OTAN, la sécurité de l'Allemagne, c'est l'OTAN. Non, ma cocotte, c'est terminé. Et là, pour le coup, Macron est beaucoup plus lucide. Je vous renvoie notamment à l'entretien qu'il avait fait pour le grand continent et qui expliquait très bien que si nous, les Européens, ne faisons rien, on va se faire bouffer par les Chinois et les Américains. Donc il va falloir vraiment se bouger très sérieusement. Il faut que l'Allemagne aussi arrête, parce qu'on ne construira pas d'Europe défense sans l'Allemagne, puisque l'Allemagne de toute façon n'a plus de pensée stratégique, elle n'a plus de pensée stratégique depuis 1945. Ils ont des boomers. C'est ça. Et puis je vous laisse voir l'état de la Bundeswehr, ça n'a rien à voir avec la Wehrmacht et l'armée impériale allemande de 14. Donc c'est l'Allemagne vraiment... quand même, pays où les personnes âgées portent plus de couches que les nourrissons. C'est ça, c'est une espèce de grosse Suisse en fait qui est complètement soumise aux États-Unis et qui n'a pas de pensée stratégique. Donc moi, quand j'entends des gens comme Pierre-Yves Rougeron qui parlent de l'Allemagne comme le quatrième Reich et qui essaierait d'instrumentaliser l'Union européenne à ses fins, c'est complètement faux. C'est une erreur d'analyse monstrueuse. L'Allemagne n'est qu'une grosse Suisse. Alors certes, ils font de la diplomatie économique, non, mais etc. ça permet Rougeron, ça permet à l'école de guerre économique de justifier son incompétence. C'est ça. C'est tout. C'est ah ben non, nous Français, on n'a pas été très très bons économiquement, c'est de la faute des Allemands. C'est facile, hein ? Oui, c'est ça. Alors que en fait non, l'Allemagne aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, c'est une grosse Suisse qui n'a aucune pensée stratégique. La seule pensée stratégique en Europe, c'est française. Sur l'Union européenne, ils font quand même des trucs pour nous coincer, parfois qui sont loin d'être fair-play. Oui. Et l'idée de déplacer quelques chars en Allemagne, moi, ne me déplaît pas non plus. Hein. Faut aussi, non, mais faut quand même voir qu'ils ont quand même des bandes de sacrés zigotos dans leur genre. Hein. Certes, mais aujourd'hui, il va falloir se serrer les coudes. De toute façon, on n'a pas le choix. La nécessité fait loi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La première des souverainetés est spirituelle. Elle est spirituelle parce que si notre esprit n'est pas libre, si notre imaginaire collectif n'est pas le nôtre, eh bien, on ne peut pas décider du reste. C'est l'esprit qui commande le corps. Donc, la première des souverainetés, j'insiste, est spirituelle, avant d'être économique, militaire ou autre. On vient d'en faire les contours, on le voit, le souverainisme atteint ses limites, mais plus encore, Hildegarde, le souverainisme n'est-il pas en queue de comète aujourd'hui ? Tout à fait, et c'est là où on voit d'ailleurs l'absurdité qu'est le Brexit, puisque là on vient de signer un accord commercial qui va permettre un soft Brexit et qui nous a évité un hard Brexit, mais on voit que c'est une absurdité totale. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas du tout pro-Union européenne et j'exècre totalement la Commission de Bruxelles. Mais le fait est que le Brexit est absurde. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, ça ne réglera pas leur grand remplacement. Disent oui, on va reprendre le contrôle de nos frontières, etc. C'est complètement faux. Vous allez toujours accueillir autant de migrants qu'avant. Puis vous ne faites même pas partie de l'espace Schengen, donc c'est même pas la peine. Pourquoi ? Parce que vous êtes complètement soumis au lobby. Le vrai pouvoir, il n'est pas à Bruxelles. Il est au lobby, il est aux banques. Oui, c'est même eux qui dirigent Bruxelles. C'est ça. Et donc, en fait, ça fait que déplacer le problème. Parce que les mêmes personnes étant toujours en place, eh ben, au lieu de corrompre Bruxelles, ils vont corrompre le Parlement anglais. Et puis voilà, tout à fait, exactement. Et c'est ça, effectivement, que les souverainistes ne comprennent pas. C'est qu'ils ont une espèce de pensée magique. Ils ont une espèce... moi, ce que j'appelle le déterminisme structurel, c'est-à-dire que c'est un concept qui est assez prégnant à droite, que ce soit parmi certains royalistes, c'est-à-dire hop,
on va dégager la République, on va avoir un nouveau roi, stop, c'est bon, les problèmes, on n'en aura plus. Et puis aussi chez certains souverainistes. Hop, on part de Bruxelles, on part de l'Europe, ah bah ça y est, c'est bon, on n'aura plus de problème. Oui, on retrouve ça un petit peu à droite, des gens qui se fixent que sur les structures, parce que c'est des gens qui sont plutôt tournés vers la force, et à aucun moment, ils se posent la question de qui ils pilotent. C'est ça. Et ils oublient le facteur humain, en fait. Donc ça, c'est vraiment une espèce de, moi, ce que j'appelle de déterminisme structurel, qui est un mélange de pensée magique et de paresse intellectuelle. C'est-à-dire que, effectivement, c'est beaucoup plus facile de s'en prendre à une structure plutôt que d'essayer de voir les ressorts qui sont en dessous et de voir qu'effectivement, il n'y a pas forcément que des structures, il y a aussi des hommes qui pilotent et qui sont à l'origine de ça, en fait. On peut dire la même chose sur les îles que possède la France, les îles éparses qu'on est en train de perdre, etc. Oui, effectivement. Effectivement, nous, on doit avoir un accès dans tous les océans pour la puissance de notre pays, etc. Sauf qu'à un moment donné, si c'est pour se faire remplacer, devenir un pays musulman, je pense à Mayotte. Oui. Au bout d'un moment, ils votent pour qui concrètement ? Combien ça coûte ? C'est foutu. C'est tout, c'est foutu, les amis. Donc, à terme, ce déterminisme structurel devient un poison. C'est-à-dire que pour maintenir notre puissance, aujourd'hui, si l'État-nation français veut rester en place, il doit détruire son propre peuple. C'est ça. Là, ça va plus. Tout à fait. Là, ça va plus. Et dans ce processus, ces gens qui tapent tout le temps sur l'Union européenne, qui est une poubelle... Afrique. Voilà, sans conteste, je veux dire, les lois se changent. Les lois se changent. Alors certes, il faut l'unanimité, etc. C'est écrit dans les traités, mais attendez, à un moment donné, nous, on a la bombe atomique. Oui, c'est ça. On peut dire non à Bruxelles, c'est ce que fait Orban, c'est ce que fait la Pologne, c'est ce que font les pays de Visegrad. Orban a complètement... Autant que faire se peut. C'est ça. Orban a dit non quand il était question de partager les migrants et de les répartir dans toute l'Union européenne. Orban a dit non. Et encore une fois, ça aussi, je le dis, il ne faut pas avoir peur de Bruxelles. De toute façon, le droit, comme tu l'avais très bien rappelé aussi lors d'une autre émission, est toujours affaire de rapport de force. Donc, si nous... C'est la conséquence d'un rapport de force. C'est ça. Si on n'engage pas le rapport de force, on ne pourra pas changer. Donc il faut avoir la volonté de changer. Il y a aussi une question de volonté politique. Et si la France, un pays comme la France, qui est quand même un pays important au sein de l'Union européenne, pèse de tout son poids contre Bruxelles et entraîne d'autres pays avec elle, il y aura des changements. Ça c'est certain. Encore une fois, et là aussi, je vais faire une petite touche d'humour, mais l'Union européenne, ce n'est pas la Sainte Église catholique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'elle est d'origine humaine. Donc elle est réformable. C'est ça le truc, c'est que les institutions sont toujours ce que les hommes en font. C'est pas quelque chose d'autonome. Enfin, à entendre certains souverainistes, on dirait que l'Union européenne c'est un peu comme Frankenstein. Non, c'est d'origine humaine et c'est complètement réformable. Et même si on peut pas réformer tout de suite, on peut dire non à Bruxelles, à la Commission de Bruxelles. Surtout qu'on a les mêmes à l'Élysée. C'est ça. Mais oui. C'est ce qu'il y a dans leur tête qui compte. C'est pas la structure, les amis. C'est ça. Il faut arrêter de penser comme des animaux. Je veux dire, les animaux, eux. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal ? Finalement, les animaux, eux, ils se pensent que dans le présent. Ils sont dans un présent perpétuel. Et donc non, nous, qui sommes des êtres humains, nous avons la capacité de nous projeter dans l'avenir. Nous avons la capacité d'anticiper. Donc de changer notre comportement en fonction de ce qui pourrait arriver. Et c'est la limite de cette pensée souverainiste telle qu'elle existe encore aujourd'hui en France, mais qui est complètement dépassée. En fin de compte, c'est que c'est une pensée d'animal. C'est des gens, non, c'est écrit dans la loi, donc, attendez, mais les lois, elles se changent. On peut les changer, les lois. C'est des lois positives, c'est pas des lois naturelles imposées par Dieu. C'est pas Dieu qui a écrit ça. Mais oui, c'est ça. Ouais. C'est pas la table de Moïse, quoi. Enfin, l'Union européenne, c'est pas ça. Et ça aussi, je le pointe aussi contre les Brexiters, qui sont un peu, pour la plupart, quand on lit des commentaires de Brexiters sur Internet, qui sont quand même d'un niveau de beaufry quand même assez incroyable. Moi, ce que j'ai envie de leur dire à ces Brexiters, qui sont très tournés vers le passé, c'est-à-dire qu'ils se replient dans le fantasme de la Grande-Bretagne du 19e siècle, de Rule Britannia, etc., de l'Empire colonial britannique. Ils ont oublié que c'est fini le 19e siècle. Ils ont oublié qu'il y a la Chine qui tape à la porte. C'est ça, ils ont oublié, voilà, c'est ça. Ils se retrouveront de toute façon isolés face au péril jaune, puisque leur grand frère américain va partir. Est-ce qu'ils nous disent oui, maintenant pour assurer la politique militaire et pour la défense militaire de la Grande-Bretagne, les Brexiters nous disent, et Nigel Farage en premier lieu, ils nous disent oui, on va se replier sur l'OTAN. Mais l'OTAN, c'est fini, les amis. Les Américains sont en train de partir. Ils se retrouveront aussi isolés face au péril jaune sans les autres nations européennes, puisque je pense que le Brexit a quand même laissé un goût amer chez les négociateurs en chef de l'Union européenne durant les négociations post-Brexit. Et puis quand on voit autour de Farage, il y a beaucoup d'hindous, de musulmans, etc. Mais en fait, c'est des gens qui sont... c'est du nationalisme de gauche.
C'est même plus loin, c'est du colonialisme. C'est des gens qui ont encore une pensée coloniale et qui pensent l'accumulation de puissance par le colonialisme. Sauf que je ferai remarquer quelque chose. Quand l'Angleterre a décidé de coloniser, quand la France a décidé de coloniser, et non les Français et les Anglais, d'abord on avait une démographie qui n'était pas du tout la même. Ils étaient beaucoup moins nombreux. On était dans une économie extrêmement dynamique, puissante, avec des familles qui faisaient plein d'enfants. Donc il y avait un consentement de la population. Aujourd'hui, il n'existe plus. Et le colonialisme au XXIe siècle des Occidentaux, qui sont entre 1,3 et 1,5 en taux de fécondité par couple, par femme, ça peut faire doucement rigoler. En tout cas, je pense que les Chinois, ça doit les faire rire. Oui. Un jour, et le lendemain, ils se mettent au boulot. C'est ça. Et puis, d'ailleurs, c'est complètement ça. C'est ce que disent notamment les Brexiters, Nigel Farage, etc., qui nous expliquent que le Royaume-Uni va remplacer l'Union européenne par le Commonwealth. C'est-à-dire qu'elle va se replier sur le Commonwealth. Sauf que le Commonwealth, ils n'ont pas compris que l'Inde va les dépasser et qu'ils n'auront pas envie de se faire, de recevoir d'ordre de la part de leurs anciens colonisateurs. Donc, et puis, il y a cette espèce de petite musique comme ça qu'on entend parfois mais finalement on est plus proche d'un francophone musulman que d'un allemand ou que d'un italien. Ah bon, oui. Ah bon, ça c'est des choses peut-être un commentaire là-dessus, Hildegard. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait un souverainiste, donc c'est-à-dire un nationaliste de gauche, préférera toujours un musulman, un compatriote entre guillemets musulman pour des histoires de papier, alors qu'un identitaire, c'est-à-dire un nationaliste de droite, préférera toujours un allemand, un anglais ou un italien blanc plutôt qu'un pseudo-français musulman. Ce qui n'empêche pas d'être ami avec des musulmans, ou même de se mettre en couple, enfin je ne sais quoi. Mais on fait pas nation avec eux. On fait pas nation. Bah oui, parce que l'histoire n'est pas la même. C'est ça. Fondamentalement, on n'a pas envie de construire des choses en commun. Enfin, je veux dire, même dans l'optique rhénanienne de la nation, les musulmans ne veulent pas construire des choses avec les Français. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces gens réduisent l'humain à un morceau de papier, à ce qui est écrit sur une feuille. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça, exactement. Remarquable. Nouvel équilibre des puissances, nouveaux enjeux, nouvelles problématiques. Quelle solution Hildegard pour l'Europe ? Une fédération, une confédération, des alliances entre États-nations, plus d'États-nations ? Comment tu vois les choses ? Alors, il va falloir que les Européens se soudent entre eux. Il va falloir se serrer les coudes très sérieusement. Et donc, on propose pour ce faire, et pour faire face à ces défis, une confédération européenne. Moi, c'est ce que je propose. Confédération, c'est beaucoup moins fort que union. D'ailleurs, ça, je le ferai remarquer. Union européenne, c'est plus fort que confédération, parce que l'Union européenne, le terme d'union présuppose des pas en avant vers la fédération, un État fédéral qui copierait grosso modo le modèle allemand ou états-unien. Moi, c'est pas ce que je propose. C'est pas ce que je propose. Ce que je propose, moi, c'est une confédération sur le modèle de la confédération germanique, du Saint-Empire romain germanique ou de l'ancienne confédération suisse. Très bien, Hildegard, mais là, on en voit quand même les limites. C'est-à-dire que les lobbies font loi. Ah oui, tout à fait. L'Union européenne. Ah oui, les lobbies font loi. C'est pour ça qu'il faut la faire tomber et qu'il faut la remplacer par la Confédération. Les Allemands qui sont dans leur maison de retraite nous enquiquinent comme pas possible. Les pays de l'Est la jouent solo. Voilà, la jouent solo. Il y a quand même des limites à un tel système. Tel qu'elle est construite actuellement, l'Union européenne, oui, effectivement, pose plusieurs limites.
Parce qu'il y a plusieurs vitesses en fait dans l'Union européenne, et je pense que moi fondamentalement l'élargissement à l'Est a été beaucoup trop précipité. C'est-à-dire qu'on a voulu inclure la Pologne 10-15 ans après la chute de l'URSS. Je pense que ça a été un peu trop rapide. Ah mais c'était pour enfoncer les Russes. Hein. Oui, parce qu'on croit, on aime taper sur les Russes. Bon, c'est pas. Et maintenant que les Américains s'en vont, un rapide état des lieux tout de même de l'Union européenne. Comme nous venons de le dire, en fait, l'Union européenne est complètement soumise au lobby, aux banques. Le vrai pouvoir est dans les banques, pas à Bruxelles. Je le martèle, je le rappelle parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que si on virait Bruxelles, on aurait les mêmes à Paris. Les empoisonneurs de puits. Voilà, ils sont partout, c'est ubiquitaire. Et l'Union européenne est aussi soumise aux États-Unis complètement. Alors, ce qui n'a pas toujours été forcément le cas, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et l'Union européenne, on voit aussi qu'elle est avant tout une union bureaucratique, économique et financière. Ça aussi, c'est un gros problème et pas civilisationnel. Je vous renvoie notamment à la négation des racines chrétiennes de l'Europe qui avait... À cause de Chirac. Et à cause de Chirac, tout à fait, sous la pression de maintes et maintes communautés que je ne citerai pas. Et ce qui aurait fait hurler les grands catholiques, pères de l'Europe, qui étaient Schumann, qui était un tertiaire, je crois, franciscain ou dominicain, je ne sais plus, De Gaulle et Adenauer. Enfin, ça les aurait fait hurler. C'est des grands catholiques et ils pensaient l'Union européenne, ils pensaient l'Europe avant tout comme une union de chrétiens blancs. Civilisationnelle. C'est ça. En fait, l'Union européenne financière de monnaie l'a emporté contre l'Europe civilisation de Gaulle. Voilà, ça c'est le constat qu'on peut faire et qui fait qu'aujourd'hui l'Union européenne ne marche pas. Et donc, moi, ce que je propose, ce serait une confédération européenne que même le général de Gaulle pressentait. C'est-à-dire que le général de Gaulle est invoqué à tout va par les souverainistes de tous bords, mais même lui pressentait que la France se fondrait tôt ou tard dans une confédération européenne. Ce qui ne veut pas dire que la France perdrait toute souveraineté, mais qu'elle se concerterait avec les autres nations sur les grands sujets, notamment géopolitiques et militaires. Quand j'entends parler beaucoup de Gaulle aujourd'hui, j'entends des gens qui veulent... assurer la continuité de la puissance publique. Hein. À aucun moment, ils ont compris, je pense réellement, ce que disait De Gaulle. Oui, qui disait que la France était un pays de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Bon. Alors, pour remettre les pendules à l'heure, là, on a parlé de plein de sujets. Tu nous as parlé de confédération européenne. Pour bien comprendre, c'est quoi une confédération européenne, Hildegarde? En fait, il faut se poser la question de qu'est-ce que l'Europe, finalement. Moi, j'aime beaucoup la citation de Paul Valéry que je vais vous lire. Partout où les noms de César, de Gaius, de Trajan et de Virgile, partout où les noms de Moïse et de Saint Paul, partout où les noms d'Aristote, de Platon et d'Euclide ont une signification et une autorité simultanée, là est l'Europe. Toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise quant à l'esprit à la discipline des Grecs est absolument européenne. Pour moi, c'est la définition de l'Europe la plus synthétique et la plus précise possible. Donc, il faut confédérer autant que faire se peut pour faire face au cataclysme que va être le XXIe siècle si on ne se serre pas les coudes. Donc, pour moi, les modèles historiques qui pourraient servir d'inspiration politique pour l'Europe, ça serait le Saint-Empire romain germanique, par exemple, qui était un agglomérat d'États. Par exemple, quand le Saint-Empire romain germanique entrait en guerre, quand certains États entraient en guerre, c'était pas tous les États forcément. La Confédération germanique encore plus, c'est-à-dire que dans la Confédération germanique, c'était plus une union en tant que telle de pays allemands, mais en tant que tel, chacun avait une souveraineté particulière sur certains sujets. Donc ça n'annihilerait en rien la puissance française, la puissance publique française. Et on pourrait aussi penser à l'ancienne Confédération suisse, pas la nouvelle, mais l'ancienne Confédération suisse qui était peu ou prou la même, c'est-à-dire que il y avait une union de différents cantons suisses, mais chaque canton suisse avait sa manière de faire politique, de faire nation. Un empire européen. C'est ça, en fait, finalement. Ce serait un espèce d'empire européen, mais plutôt qu'empire, parce que moi, je vois pas forcément un souverain à la tête de cette Europe-là. Voilà, c'est ça. Ce que je vois plutôt, c'est quelque chose d'assez subsidiaire, avec une union d'intérêts en commun au-dessus, quand il s'agit de parler de sujets extrêmement importants comme la géopolitique et le pouvoir militaire. Il y a eu plusieurs fois des essais d'unification européenne dans l'histoire récente, mais qui ont échoué sous pression anglo-saxonne, entre guillemets. Donc en fait, il y a eu 2 essais d'unification européenne. Il y a eu l'Empire français et le Troisième Reich. Et à chaque fois, les Anglais et les Américains, enfin les Anglais et ensuite les Américains se sont opposés à cet essai d'unification européenne. À chaque fois. Alors, je dis pas que c'est un complot anglo-saxon contre la France et l'Allemagne, je dis juste que, historiquement, c'est les 2 seules puissances européennes qui ont eu cette prétention de unir l'Europe. Thalassocratique
contre-continentale, en fin de compte, c'est ça. Exactement. Ça a été les deux seules puissances qui ont eu cette prétention-là et qui y sont parvenues jusqu'à un certain point, puisque, par exemple, les Habsbourg ont essayé de faire la même chose, mais ils n'en sont pas parvenus puisque les Français se sont opposés à ça. Je vous renvoie à François Ier notamment. D'autant plus que nous, on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on est quand même un pays qui à la fois a des intérêts tournés vers la mer, oui. Mais aussi vers le continent. C'est ça. Mais du coup, c'est l'Allemagne qui profiterait d'un tel système. Parce que elle a fondamentalement ses intérêts qui sont au cœur de la Terre, au cœur du continent européen. Non, pas forcément, puisque moi, ce que je propose avec le modèle de confédération européenne, ce serait une coopération au niveau diplomatique et militaire. Pas forcément une union centralisée avec quelqu'un qui incarne cette puissance-là. Donc en fait, il faudrait coordonner toutes les puissances européennes, en particulier quand les intérêts vitaux des Européens, notamment face à la Chine, face à l'Inde, face à l'Afrique, face aux Américains, sont en jeu. Pas dans l'absolu, c'est-à-dire que la France pourrait mener aussi une politique militaire indépendante. Oui, mais nous, en tant que Français qui avons d'importants intérêts tournés vers la mer, vers les océans, parfois ça se confronte aux intérêts continentaux. Peut-on être nationaliste français, nationaliste au sens bien compris, et pour une confédération européenne ? Alors non, si votre nationalisme est celui de la gauche jacobine, c'est-à-dire que s'il y a une primauté chronologique de la souveraineté contre l'identité, oui, si votre nationalisme consiste en défendre et protéger la France et les Français et leur culture autochtone. Donc là c'est la primauté chronologique de l'identité. Donc oui, il faudra s'unir avec les Européens, pas s'unir de façon à se fondre dans un État fédéral, c'est pas du tout ce que je propose avec la Confédération européenne. Ce serait de se coordonner quand les intérêts vitaux des Européens sont en jeu. Et d'ailleurs, de ce point de vue, on peut dire que les défauts de l'Union européenne mettent d'accord les nationalistes français de gauche comme de droite. C'est-à-dire que comme l'Union européenne ne protège pas suffisamment les Européens d'un point de vue des frontières, eh bien les nationalistes français de droite ne sont pas contents. Et comme l'Union européenne s'investit de façon disproportionnée dans des domaines qu'elle ne devrait pas investir, eh bien les nationalistes français de gauche, c'est-à-dire très attachés au principe de souveraineté, plus que celui de l'identité, se trouve aussi lésé. Donc en fait, l'Union européenne met d'accord nationalistes français de gauche comme de droite. On n'a pas pu le faire avant aussi parce qu'il y avait un arbitre au-dessus. Les Américains. Les Américains et puis aussi l'URSS de son temps. Mais l'Union européenne a été quand même, la CE était quand même beaucoup plus rattachée à l'Europe comme elle était occidentale à la base et que ensuite on s'est élargi vers l'Est, justement quand l'Empire soviétique s'est effondré. La CE a été pendant très longtemps sous domination américaine. D'ailleurs, jusqu'à présent, et là je pense que je vais peut-être étonner certaines personnes, les Américains n'ont en fait pas eu vraiment intérêt à ce que les Européens s'unissent et s'organisent de manière autonome. Je vous renvoie notamment au traité de l'Élysée, qui a scellé la réconciliation entre la France et l'Allemagne en 63 après les deux guerres mondiales. En fait, les Américains ont extrêmement mal réagi à ce traité-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Washington voyait ce traité comme une tentative, ce qui est vrai, à juste titre, comme une tentative d'autonomisation des Européens continentaux des Américains. Et donc les Américains ont fait extrêmement pression sur les Allemands. Alors ils n'ont pas essayé avec De Gaulle parce que c'était pas la peine, ils les auraient envoyés bouler. Ce qu'ils ont fait du coup, c'est qu'ils ont fait pression sur les Allemands de façon à ce qu'ils changent un petit peu le traité en introduisant le fameux préambule au traité franco-allemand qui a été voté au Bundestag de manière complètement unilatérale avec la France. Et ce préambule disait grosso modo, alors oui, la réconciliation franco-allemande c'est bien, mais l'OTAN c'est quand même important. Voilà. Donc les Américains ont complètement saboté, en fait, ont fait pression sur les Allemands pour qu'ils introduisent ce préambule. Ce qui leur est permis puisque les Américains tiennent les Allemands par la laisse depuis Nuremberg. Voilà. Aujourd'hui, la Chine rebat les cartes. Parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas la Chine, donc les États-Unis, c'était dans leur intérêt propre et objectif de maintenir les Européens amarrés à eux. C'était tout à fait compréhensible. Voilà. Alors qu'il y a eu des tentatives pour s'en libérer. Je le dis bien. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a une unification européenne que forcément ça va avec les intérêts américains. Alors, au contraire. Aujourd'hui, tu nous dis qu'une confédération européenne serait possible, devient techniquement possible du fait des nouvelles forces centrifuges. La nécessité fait loi. Les Américains s'en vont. Donc, voilà. On a le champ libre. Dont acte. Mais la suite pour la France, quand même, c'est peut-être un peu compliqué, non ? Parce que jusqu'à présent, la France, elle a toujours fonctionné, bien souvent, justement en opposition à cette Europe continentale. François Ier, quand même. Il y a eu plusieurs fois. Dans l'histoire récente, la France s'est toujours, au contraire, tournée vers la terre. Parce que sinon, elle risquait d'être absorbée. En fait, c'était ça le truc.
c'est que le Saint-Empire risquait de nous absorber. Et toi, tu nous dis, il faut refaire le Saint-Empire. Non, je dis pas qu'il faut refaire le Saint-Empire. Il faut refaire un modèle. C'est-à-dire qu'il faut pas reconstruire le Saint-Empire. Je dis juste qu'il faut que la Confédération européenne ne s'inspire pas, non pas des États-Unis, donc c'est-à-dire d'un modèle fédéral ou du modèle fédéral allemand actuel, mais s'inspire d'une confédération. Et historiquement, les confédérations pertinentes qui ont bien tenu, c'est même pas le Saint-Empire romain germanique, parce que le Saint-Empire romain germanique est plus un empire. Oui. Mais la Confédération germanique ou l'ancienne Confédération suisse. C'est sur ça que concrètement, ça marche comment? Alors concrètement, en fait, la Confédération européenne, c'est juste l'Europe des nations, finalement. C'est-à-dire qu'il faut passer de l'État-nation au singulier à l'État-nation au pluriel nation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nation européenne. Ça, je le maintiens, il n'y a pas de nation européenne au sens strict du terme. En tout cas, pas pour l'instant. Les alliés que je vois pour la Confédération européenne. Je pense que la Russie deviendra un allié naturel tôt ou tard, parce que les Russes et les Chinois ne s'aiment pas du tout. Et les Russes et les Allemands aussi. Oui, mais même les Allemands le vent est en train de tourner. Je pense que même les Allemands, en tout cas l'opinion publique allemande sent le vent tourner. Ça nous permettrait de les prendre en étau et de dominer l'Europe, parce que le but, c'est que ce soit nous, les Français, qui dominions la machine. Il y en a toujours un qui domine l'autre, de toute façon. Alors, je pense que les Français devront dominer l'appareil militaire. Alors, attention toutefois, là, c'est le petit bémol que je mets, au tropisme pro-russe qui est très, très marqué chez certains Français et qui a une histoire aussi, parce que je vous renvoie à l'élan passionnel qu'il y avait eu pendant l'Alliance franco-russe en 1892, enfin, de 1892 à la Première Guerre mondiale. Enfin, il y avait eu des élans passionnels des Français à l'égard des Russes, qui étaient ahurissants. Donc, ça a une histoire aussi. Mais attention, c'est-à-dire que les Russes, ils ont aussi tout intérêt à défendre leurs intérêts. Il ne faut pas être naïf non plus. Si on leur fait trop confiance, ils essaieront de nous mettre dans leur orbite. Donc il va falloir faire attention à ça. Surtout qu'ils manquent souvent d'élégance. C'est ça, ils sont assez rentre-dedans. Et dans une moindre mesure, les États-Unis. Alors là aussi un gros bémol aussi. Attention, alors moi contrairement à d'autres, je vois pas les Américains comme des Européens du Nouveau Monde pour des raisons civilisationnelles. C'est-à-dire que l'Amérique s'est construite d'une autre façon que l'Europe. C'est construite sur la démocratie, sur les valeurs protestantes puritaines qui sont très particulières. C'est pour ça que les Anglais les ont émigrés là-bas. Il y a un fond chrétien quand même. Il y a un fond chrétien. Ils portent, qu'on les aime ou non, les valeurs révolutionnaires, les Lumières, je pense à Lafayette, qui a quand même eu un rôle très important aux États-Unis. Oui, mais ça, c'est contre-européen, en fait. Puisque l'Europe, c'est fondé, au contraire, sur la transcendance, sur des systèmes monarchiques. Le fait est que l'Amérique... Les deux se sont nourris. Les deux se sont nourris, mais je pense que le fait est que l'Amérique se soit construite en opposition face à un roi, se soit construite sur l'immigration, fait qu'il y a un rapport aux politiques, un rapport aux autres, un rapport au monde qui est complètement différent. C'est sûr qu'ils sont pas socialistes. Que celui de l'Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Européens résistent beaucoup en tout cas les Européens qui sont conscients de leur culture, résistent à la culture américaine. On sent bien que c'est étranger. Même si c'est fait par des blancs chrétiens, c'est étranger. L'autoritarisme russe aussi nous déplaît, même si on s'en inspire beaucoup. Pas aux Européens de l'Est. Ça aurait un autre intérêt d'être avec les Russes, c'est que ça nous permettrait aussi de prendre l'Allemagne en étau. Parce que quand même, les Allemands, ils ont toujours plus ou moins essayé de nous absorber. En tout cas, ils ont toujours été jaloux de nous. Aujourd'hui, non. L'Allemagne, c'est une grosse Suisse aujourd'hui. Ouais, enfin, sur Airbus... Oui, parce qu'ils défendent des intérêts économiques, mais d'un point de vue militaire, c'est un nain. Tout à fait. L'Allemagne est un nain. Tout à fait, mais ils peuvent très bien se réveiller. Parce que l'intérêt de nous, Français... Est-ce que ça serait pas justement de s'allier avec les Russes pour trianguler les Allemands et avoir la main mise sur toute l'Europe occidentale? Non, parce que d'autant plus que les Allemands ont toujours été beaucoup trop brutaux pour unifier l'Europe. Le seul qui a réussi à faire quelque chose, c'est Napoléon, c'est pas Hitler. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça se fera pas parce que je pense que en pensant comme ça, tu penses encore en 19e siècle. T'as un mode de pensée très 19e, c'est-à-dire t'as exactement le même raisonnement qu'a eu la Troisième République à l'égard de l'Empire russe quand il fallait s'allier contre l'Empire allemand et contre Guillaume II. C'est fini le 19e siècle, encore une fois, je le dis, et je pense que là on fait le jeu des Chinois en fait, en se tapant dessus entre Européens. Je pense que aujourd'hui c'est fini, les Allemands et les Français ont beaucoup plus en commun à défendre qu'avec les Russes.
Russes. Les Russes, ça se fera. Je pense qu'il faut voir ça comme un cercle concentrique, c'est-à-dire que il faut voir la communauté d'intérêt européenne d'abord, occidentale, ensuite pourquoi pas élargir à l'est, et ensuite pourquoi pas aller chercher du côté des Russes, et ensuite avec les Américains. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire, puisque les Russes, ils vont pas sauter à pieds joints face à nos propositions. Je pense que c'est raisonné de façon complètement anachronique à mon sens. Tu penses pas quand même qu'il y a des caractères innés au peuple? Ah oui, il y a des caractères. Voilà, oui. Où les Allemands, il faut toujours un peu les écraser quand même, parce que sinon, voilà. Oui, sinon on lâche les fauves, effectivement. Mais c'est pour ça d'ailleurs que moi je propose une armée confédérale sous direction française. C'est-à-dire que, pas parce qu'on est français, mais parce que objectivement nous avons la meilleure armée d'Europe. Et ça c'est pas des Français qui le disent, c'est des rapports très sérieux, des études très sérieuses. C'est peut-être en train de changer, parce que. Pourquoi? D'Europe, hein. Ouais, enfin, il y a. La Navy, c'est plus ce que c'était, hein. On a plus d'armes notre nucléaires armée, il y aurait quand même beaucoup à dire quand on voit les mutineries qui sont faites, notamment sur des porte-avions nucléaires. On peut quand même, de loin, comme ça, se poser des questions. Oui, enfin, quand tu compares l'état de l'armée française à la Bundeswehr ou à l'armée, même à l'armée britannique, hein, elle est quand même assez puissante. On a aussi une force de projection que n'ont pas les autres, c'est-à-dire qu'on est placé sur beaucoup de continents. On a des bons avions. C'est ça, on a des bons avions et on a une pensée stratégique depuis toujours, ce que n'ont pas les Allemands par exemple. Ah non, mais eux ils ont lâché les amarres. Hein. C'est ça, exactement. Donc en fait, pour moi, ce que je propose, c'est une armée confédérale, c'est-à-dire alors pas une armée européenne, mais une armée confédérale. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là qu'il faudrait prendre comme modèle celui des Alliés sous direction française avec Foch en 1917, puisque à partir de 1917, en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour mieux contrer les avancées allemandes, eh bien, on avait uni le commandement sous la direction de Foch. Concrètement, en fait, les généraux britanniques recevaient leurs ordres de Foch, aussi bien que les généraux français. Donc en fait, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'il faudrait une armée confédérale sous direction française. Donc c'est-à-dire que concrètement, on a suffisamment de généraux pour le faire. Hein. C'est ça, et que concrètement, on s'engage pour notre pays, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a pas beaucoup de gens qui veulent s'engager pour l'Europe. Quand quelqu'un s'engage dans une armée, c'est pour son pays. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a personne en tant que tel qui s'engage, ou presque personne qui s'engage pour défendre les intérêts de l'Europe. Parce que déjà, les intérêts de l'Europe sont très très divergents actuellement. Mais même si je pense qu'ils sont appelés à se résorber, vu ce qui nous attend dans quelques années. Donc voilà, je pense que ça va être quelque chose de très important et qui pourrait faire peur, entre guillemets, aux Chinois et aux Américains. C'est-à-dire que l'Europe a un potentiel militaire et diplomatique très très puissant. Donc, moi, ce que je propose, c'est une confédération européenne, c'est-à-dire une Europe des nations subsidiaire. Et maintenant, c'est-à-dire, on se concerte entre Européens d'un point de vue militaire et diplomatique pour montrer les dents face à la Chine et aux Américains. Et ensuite, l'État-nation s'occupe de tout ce qui est grande politique économique, aussi politique industrielle, politique commerciale. Et ensuite, les régions, que ce soit les régions en France, les provinces en Italie, les Länder en Allemagne, s'occupent de sujets beaucoup plus locaux comme les transports, l'environnement, etc. Donc c'est une union subsidiaire. Très bien, ça c'est dans l'idéal. C'est ce que je propose. Et pour y arriver maintenant, pourra-t-on éviter une révolution dévastatrice et sanglante? Parce que tout de même, il y a beaucoup de gens à virer, que ce soit en haut et en bas. Et en bas. Oui. La révolution, elle est évitable ou pas pour arriver à un tel système ? Je pense pas qu'on va pouvoir y arriver par des réformes, et même si je pense que l'Union européenne est réformable, hein, comme tout, mais comme on a des hommes pourris... Après la guerre, voilà, ça sera après la guerre, et ça sera, effectivement, je pense que ça se fera pas dans les urnes. Mais ce qui ne veut pas dire que ce que je propose et ce que nous faisons, nous, toi et moi, ce soit inutile. Au contraire, ce qu'on fait, nous, c'est du combat métapolitique. Ce sont des graines. C'est ça, ce sont des graines, et c'est un combat métapolitique. Et depuis Gramsci, on sait que le combat métapolitique est vital pour gagner. Donc, tout ce que nous faisons est utile. Et encore une fois, là, c'est un modèle que je propose pour montrer qu'il y a une alternative viable à l'Union européenne bruxelloise. Et que, en fait, il y a un entre-deux entre vouloir bêtement revenir au 19e siècle et se replier sur notre nation comme si on était encore une grande puissance, etc., alors que c'est plus le cas. Et ce sera l'islam au pouvoir avec un truc comme ça. Voilà, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. C'est ça. Et au contraire, le fanatisme pro-Bruxelles. Il y a un entre-deux. Moi, ce que je propose, c'est la Confédération européenne. Donc, c'est juste un modèle pour montrer qu'il y a des alternatives. D'équilibre. Voilà. Entre le noir et le blanc, non. Il y a un spectre de couleurs entre les deux. Et c'est ce que j'ai voulu proposer avec cette Confédération européenne. Donc, non au fanatisme souverainiste qui élude l'identité. Et non plus au fanatisme pro-Union européenne sur un modèle fédéral, ce qui ne marchera pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que la France est une nation qui s'est construite par l'État.
Nous, la France, vous retirez l'État, vous retirez la France. Et je pense aussi que actuellement, les intérêts nationaux sont aujourd'hui trop fortement marqués. Ça, il faut le prendre en compte, surtout pour le projet d'une armée confédérale. Et c'est là aussi le bémol que je mettrais au projet de Macron, puisque lui, Macron, même s'il est tout lucide qu'il soit, il a tendance à mettre trop la charrue avant les bœufs. Les intérêts nationaux, on se demande, quand on privatise oui, bien sûr. à tire-larigot, quand on détruit les frontières nationales pour se retrouver avec des frontières intérieures, notamment jusqu'à en mettre autour de la Tour Eiffel, quand même. Ça, aujourd'hui, on n'a plus de... Effectivement. Et c'est là aussi le gros bémol de Bruxelles, c'est-à-dire qu'il laisse entrer des Tunisiens à Lampedusa qui ensuite se tirent sur des fidèles dans une église à Nice, mais empêche complètement de fêter Noël en famille et donc de traverser des régions. Enfin, je veux dire, c'est plus facile aujourd'hui de rentrer illégalement en Europe et en France que de se déplacer entre régions. Enfin, il y a quand même un problème. Donc, il y a des frontières intérieures, effectivement, et des frontières extérieures très faibles, qui d'ailleurs prouvent tout le problème de la France et de l'Europe, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas subsidiaires, c'est-à-dire qu'elles sont trop fortes là où il faut pas, et trop faible là où elle devrait. La guerre, c'est toujours la poursuite de la politique par d'autres moyens. Donc si vous n'avez pas d'intérêt européen viable à défendre, une armée européenne n'a pas lieu d'être. Voilà. La charrue avant les bœufs, c'est peut-être aussi ce qui a été fait avec l'euro. On fait d'abord un peuple, et ensuite... On fait la monnaie. C'est ça. Et ce qu'on aurait pu faire, en fait, c'est il aurait peut-être fallu faire le peuple d'abord. C'est ça. Et on aurait pu définir ce qu'est l'Europe. Il n'y a aucune définition de ce qu'est l'Europe dans l'Union européenne. Ni de ce que c'est qu'un Européen. C'est ça. Moi, je comprends pas. On nous parle d'Union européenne, d'Europe, on nous définit pas ce qu'est un Européen. Ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est à réfléchir, malgré toutes les provocations de la Turquie, on en est à réfléchir à est-ce qu'on va intégrer la Turquie dans l'Union européenne. Ça m'apparaît complètement ridicule. Alors que si on avait défini dès le départ ce qu'était l'Europe et ce qu'était l'Union européenne, ce qu'était un Européen, on n'aurait pas à se poser ce genre de questions ridicules. L'Europe, remplie de trésors inestimables, de lignées de colosses, de César à Napoléon, de Homère à Aristote, de Saint-Louis à Michel-Ange, en passant par Athènes, Rome, ou encore Londres, Vienne et Paris. Hildegarde, le mot de la fin. Les Européens, je pense, s'engagent dans une décennie qui sera déterminante pour leur avenir. Européens de tout le vieux continent, unissez-vous. Merci Hildegarde. Merci NVV. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt. À très bientôt.